Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir et je suis particulièrement enchantée d'accueillir mon invité du jour, Claude Breitman, la présidente du Collège académique de Netanya, mais pas que, évidemment. Bonjour Claude Breitman. Bonjour Cathy, je ne suis pas présidente du collège, je suis présidente du campus francophone voilà, déjà, ça commence. Que j'ai fondé il y a 15 ans au Collège académique de Netanya. Ça commence mais bien. C'est extrêmement gentil de me monter en grade, ça ne peut que me faire plaisir. Bon, alors vous êtes là parce que, comme chaque année, vous avez concocté un programme de conférences sur des sujets de société, des sujets qui touchent le peuple juif, des pistes de réflexion pour défier, on va dire, défier toutes les choses importantes pour donner en fait à réfléchir sur les questions qui intéressent le peuple juif depuis toujours, mais aussi les défis de notre temps. Absolument, je vais vous dire, je crois qu'on est arrivé à un moment de notre réflexion et de notre positionnement en tant que femmes et hommes juifs dans le monde d'aujourd'hui, à la fois en Israël et à la fois en diaspora, où on ne peut que s'attacher à comprendre la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a plus le luxe de se permettre de discuter de choses qui n'ont pas un lien direct avec notre vie, avec notre avenir, avec l'avenir du peuple juif en Israël, avec l'avenir du peuple juif au-delà des frontières d'Israël, et voir comment on pourrait, à la suite de cette réflexion, de ce décryptage avec des mentors remarquables, comprendre comment nous, peuple, comment nous, dans une démocratie, comment nous, on pourrait peut-être dessiner quelque chose qui nous amènerait à un port de paix, de stabilité, de réflexion, de bonheur de vivre dans ce pays qui est tellement important pour nous, pas seulement en Israël, mais aussi au-delà des frontières. Donc, si vous voulez, dans cette recherche de la vérité, on a voulu être très cash, c'est-à-dire véritablement s'empoigner, se confronter avec des vraies questions. Et pas toujours facile. Non, pas toujours facile. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés. Il y aura une soirée inaugurale en hommage au grand rabbin Josie Eisenberg. On va en parler tout de suite. On se souvient bien sûr des conférences de l'année dernière, du cycle Pouvoir et contre-pouvoir avec Bernard-Henri Lévy, qui avait fait un discours absolument extraordinaire, qui déclamait son amour d'Israël et qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Tout le monde était complètement charmé et tellement fier d'avoir un intellectuel de ce talent, de cette pointure qui nous défend à ce point-là, qui nous aime tout simplement. C'est vrai, ça a été un moment de grâce, parce que c'était pas prévu. Je l'avais invité pour son livre L'Empire et les cinq rois, qui allait magnifiquement dans le cycle Pouvoir et contre-pouvoir. Et puis, à ma grande surprise, il m'a appelé lorsqu'il était à l'aéroport, avant de prendre l'avion. Il m'a dit, voilà, je vais imposer le silence dans tout l'avion et je vais faire ce que j'ai pas fait depuis 40 ans. Ce sont ces mots, donc je n'invente rien. Je vais écrire quelque chose et je t'en parlerai quand j'arriverai. Et puis voilà, alors comme on ne discute pas tellement, quand un invité de ce type vous dit exactement le contraire de ce qui était prévu, il y avait quand même 800 personnes qui étaient là et qui attendaient justement un décryptage de son bouquin. Dieu merci, Yehuda Lankri l'a fait à sa place avec infiniment de sérieux et de talent. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, voilà, moi, j'ai envie de dire ce que c'est que l'ultime valeur du peuple juif, c'est la responsabilité. Et ce kavod, cet honneur que vous me faites aujourd'hui en me reconnaissant chez moi, dans ma famille, en Israël, eh bien, je dois expliquer à quel point ça impose chez moi un supplément de responsabilité, de redevance et de respect et de fidélité et de compréhension au peuple juif en Israël. Ça a été bouleversant. Alors, ça a été magnifique. On a terminé là-dessus. Et lorsqu'on a parlé après de l'avenir, de ce qu'on voulait faire pour l'année suivante, dès qu'on a mis au point plus ou moins l'idée Israël à l'heure des nations, et on va un petit peu expliquer ce que ça veut dire, l'heure des nations, qui est loin d'être la nôtre, comme vous le savez, ma chère Cathy. Je lui dis, voilà, moi, il y a des gens que je voudrais faire venir pour nous expliquer justement ces grandes questions d'aujourd'hui, qui sont à la fois très complexes, en Israël et en Europe aussi. Il y a des gens que je voudrais faire venir, par exemple, comme Yann Moix. Il me dit, mais Yann Moix, c'est un ami. Alors, je lui ai dit, tu pourrais peut-être faire en sorte de lui parler de ce qui s'est passé ici. Alors, il l'a appelé. Il l'a appelé dès que les thèmes ont été proposés et il lui a tout simplement dit, écoute, voilà, une écoute
comme celle que tu auras dans ce collège, une tendresse pour la manière dont tu vas aborder dans sa vérité, dans ses contradictions, quelquefois dans ses critiques d'Israël, tu peux être tout à fait sûr que ce sera là au rendez-vous, qui sont capables d'écouter tout, y compris les choses difficiles. Ce serait bien que tu viennes. Alors, ça a été formidable, parce qu'après, j'ai fait une petite lettre assez sobre, et puis j'ai reçu une réponse très, très longue de Yann Moix. Il m'a dit « oui, je viens ». Et Yann Moix sera là le 17 février 2019. On commence à l'envers, mais ce n'est pas grave, pour une conférence très importante sur un sujet de société où chacun de nous s'interroge si oui ou non il faut accueillir les migrants, quelles réponses on peut apporter, est-ce que les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons sont mises en danger. Alors il parlera justement de ce sujet, Israël demain, démographie et identité. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde à cette conférence et on est tellement content que vous ayez réussi à le faire venir, cet auteur, cet écrivain qu'on adore vraiment. Et franchement, ouais, je crois que ce sera passionnant parce que, en fait, si vous voulez, c'est la grande question qui agite toutes les démocraties d'aujourd'hui et Israël également. Parce que ça met en question effectivement cette espèce de dissonance insupportable et douloureuse entre les démocrates, les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui savent qu'une minorité doit être accueillie, doit être entourée. Est-ce qu'on doit faire ce travail uniquement dans cette optique, dans cette perspective, tout en étant conscient de l'immense danger dans lequel on met nos populations à nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc comment est-ce qu'un être honnête et courageux nous fait partager avec lui sa lecture, sa grille de lecture de ce problème extrêmement complexe? Je crois que ce sera très important pour aller jusqu'au bout de cette réflexion-là, même si on n'a pas une conclusion absolue. Déjà de débattre, d'entendre un intellectuel de ce niveau nous parler de ce sujet qui nous intéresse, ce sera un rendez-vous, c'est sûr, à ne pas manquer. Alors Israël à l'heure des nations, c'est le cycle de conférences, c'est le titre de cycle des conférences que vous nous proposez jusqu'au mois de juin. On va commencer par une séance inaugurale, ce sera le 18 novembre 2018, un hommage au grand rabbin Josie Eisenberg. Alors vous avez intitulé cette conférence inaugurale « Héritage et transmission », et ça lui va si bien au rabbin Josie Eisenberg, qui était le roi du petit écran et qui a apporté dans des foyers reculés où le judaïsme n'existait presque plus ou pas, et qui a tellement compté pour des gens, pour des générations entières, des enfants, des adolescents qui découvraient à travers le petit écran que c'était pas si mal d'être juif. Tout à fait, Cathy. Et vous l'avez dit, ça lui va bien, mais nous, on le vaut bien, si vous voulez, d'avoir la chance de pouvoir planter ce décor de réflexion avec un immense souci de vérité vers un mentor, vers un grand maître qui nous a appris, après la Shoah, souvenez-vous qu'on parle des années 50, ce que ça voulait dire malgré cette horreur. Où est-ce qu'on pouvait repuiser la force, si vous voulez, d'une foi juive, d'une conception du monde juive, avec un talent et une légèreté et un bonheur d'être juif exceptionnel, parce qu'il était cet homme-là, lumineux, léger, amoureux de la vie, jouisseur, aimant véritablement tout ce qui était autour, et à quel point il pouvait puiser dans chaque chapitre de la Torah tout ce qu'il fallait prendre pour être plus heureux, pour être un homme plus heureux et pour rendre plus heureux les autres. Donc, si vous voulez, concernant le rythme de notre cycle, puisqu'on va parler de grandes choses, de grandes questions extrêmement difficiles, il nous fallait véritablement une racine, un arbre, quelque chose qui nous tienne aux tripes, si vous voulez. Et comme il a été ce maître-là, l'idée, si vous voulez, de démarrer sur l'héritage d'un homme, d'une femme juive, tel que nous l'a enseigné Josie Eisenberg, on avait besoin de deux grands éducateurs, de deux grands pédagogues, de gens qui vont nous apprendre dans un cours spirituel extraordinaire ce que c'est, ce que ça veut dire et comment ça peut nous aider à construire notre lecture de toutes les autres questions que nous allons avoir sur lesquelles nous allons avoir à réfléchir dans la suite. Donc on a appelé ça héritage et transmission parce que c'est le cœur du problème.
Et on a eu également infiniment de chance, grâce également au fils de Josie Eisenberg, Marc Eisenberg, de pouvoir faire venir celui qu'il appelle Mao, Marc Olivier Waknin, et de lui demander de venir s'exprimer sur la transmission, ce qu'il a accepté. Et encore une fois, c'est un immense pédagogue, c'est un grand éducateur. Donc si vous voulez, dans un collège où on a l'habitude, dans ce lieu d'études et d'excellence, d'inviter les gens à comprendre, à réfléchir et à s'interroger, puisqu'il y a toujours un débat à la suite de ces communications, c'était formidable. Et puis, on a aussi Daniel Epstein. Daniel Epstein, je dois vous faire un aveu, il a été mon maître à penser pour des cours de philosophie juive pendant des années. C'est quelqu'un tout à fait exceptionnel. Oui, et puis il a beaucoup collaboré à l'émission La Source de Vie avec Josie Eisenberg. On a eu de nombreuses occasions de l'entendre son érudition. Absolument. Et voilà, donc ce sont deux personnages qui vont parfaitement bien avec ce thème. C'est un grand poète. Donc voilà. Il va nous mettre très, très haut, si vous voulez, justement, dans cette perspective. C'est très important. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux invités que vous nous avez amenés en Israël et qui font participer donc à cette session inaugurale, c'est qu'ils ont en commun la curiosité. C'est-à-dire que lorsqu'ils expliquent des textes, ils parlent de textes, ils sont courageux d'abord, ils sont audacieux et ils donnent des commentaires auxquels forcément on n'aurait pas évidemment à l'évidence pensé. Et c'est ça aussi qui va très bien avec Josie Eisenberg, qui était très curieux, qui allait loin, qui osait. Que dire ? Que vous avez complètement raison. C'est ça, la vérité, c'est que lorsqu'on a, si vous voulez, une envie d'aller plus loin, avec du courage, avec des choses qui ne sont pas dites jusque-là et qu'on les dit autrement, pour faire partager, pour faire avancer une réflexion, c'est du tout nouveau. Donc c'est de l'inédit, malgré l'immense connaissance et les années, si vous voulez, de travail ensemble et d'être ensemble dans un monde qui était tout à fait à la mesure de Josie Eisenberg, qui encore une fois a eu cette espèce d'audace inimaginable après la Shoah, de dire voilà, moi je suis un homme juif, je vous propose de me rejoindre dans l'étude, dans la compréhension, dans la vie juive, et je vous y invite tous, et il l'a fait pour des générations. Enfin, moi, Et tout ça est fait dans la continuité, forcément, parce que vous réalisez aussi cette conférence en partenariat avec Steve Fissa, qui a repris l'émission La Source de Vie, qui s'appelle aujourd'hui Bereshit. Donc c'est très joli, héritage, transmission, on est en plein dedans. Absolument, on est tout à fait dans cette continuité. Steve, bien entendu, depuis qu'il est aujourd'hui le metteur en scène et le producteur de Bereshit, il met tout son cœur, et bien entendu, c'est à la fois par extrême fidélité à l'œuvre de Josie Eisenberg, mais au-delà aussi par l'immense respect et l'admiration qu'il a pour lui, qu'il a accepté de faire cette première mise en scène et de nous proposer un certain nombre d'extraits de Josie, parce qu'il doit être là, avec nous, complètement, sur ces thèmes-là. Et j'espère que ce sera quelque chose d'assez remarquable. Ne pas rater. Franchement, si vous avez aimé, si vous avez été des téléspectateurs assidus de La Source de Vie, venez à cette conférence. Ce sera le 18 novembre 2018. À quelle heure, Claude ? Alors, c'est à 20h. Nous invitons tous nos amis à venir avant, 19h, 19h15, parce que d'abord, on les accueille bien, et qu'ensuite, c'est la première séance de ce cycle, donc il y a un tout petit peu de formalités administratives qui sont très courtes aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'occasion et le bonheur de se retrouver dans cette famille agrandie, qui grandit chaque année, Dieu merci, au collège académique de Natania, au campus francophone, précisément parce que les gens comprennent qu'aujourd'hui, tout ce qu'on leur propose, c'est de qualité, et puis on le fait avec nous, notre cœur, on y tient énormément. Hier, j'ai ouvert l'année universitaire avec un groupe de 25 jeunes qui font Massa en Israël, qui ont tous entre 18 et 22 ans. Vous auriez vu ces gamins et ces jeunes filles sublimes. Quand on leur demandait de se présenter, ils disaient leur prénom, bien entendu, là où ils habitent, et puis ils disaient surtout, voilà, on est venu ici pour faire notre vie en Israël. Et c'est important pour nous. Alors vous êtes vraiment, vous portez haut et à qui veut l'entendre les valeurs d'Israël. Vous êtes assez... Vous savez ce que Josie écrivait sur ses livres qu'il m'envoyait ? À la passionnariat. Et ça vous va très bien. Parce que moi, j'étais sioniste beaucoup plus que lui. Alors, la passionnariat d'Israël, vous avez encore une fois tapé un grand coup récemment
La semaine dernière, à peu près, on va dire ça comme ça, puisque vous avez été à l'initiative d'un colloque sur l'eau pour montrer à quel point ce sujet est central dans l'histoire moderne d'Israël et à quel point on peut, avec nos voisins, changer cette partie du monde. Alors qu'en France, en général, on parle surtout d'Israël pour des mauvaises raisons, les conflits, le conflit palestinien, et on ne voit pas toujours le bon côté d'Israël, ce qui se passe concrètement ici. Et vous avez donner un autre visage d'Israël devant des gens qui étaient bouche bée. C'est vrai. D'abord, merci de me donner l'occasion de rappeler ça parce que j'ai congrès mis, sur l'eau. Voilà, sur l'eau et le vivant, ça s'appelait. C'était le 11 octobre, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale de Paris, sous la présidence du sénateur Philippe Dallier. Je crois qu'on va voir les images pendant que vous parlez. Et puis d'Adria Morenas, un jeune député En Marche qui est complètement impliqué dans les grandes questions d'eau. Nous avons au collège un diplôme extraordinaire sur les gestions de ressources naturelles avec 2 très grands professeurs. Tzvi Dubinsky, qui est un océanographe de réputation internationale, et Nava Harouvi, qui est une grande dame de l'agriculture également et de toutes les technologies de l'eau, de l'irrigation entre autres et autres, et de l'économie de l'eau. Et donc, basé là-dessus, si vous voulez, c'était important de porter ce message en France, pour expliquer ce que ça voulait dire de travailler ensemble. Et on a eu, si vous voulez, quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que une délégation jordanienne, conduite par des gens très responsables en Jordanie, même actuellement, a accepté de venir à Paris discuter avec des Israéliens. Nous avons eu un ex-commissaire de l'eau dans l'entité palestinienne, M. Attili, qui lui aussi a accepté. Nous avons eu la présence de Marocains, d'Africains, de Saoudiens, du Bahreïn, d'Américains, une grande délégation qui est venue des États-Unis. D'ailleurs, l'ambassade américaine demande aujourd'hui à avoir toutes les minutes de ce colloque extraordinaire. Et il s'est passé quelque chose avec également le ministre de la coopération régionale, Tzachi Hanegbi. On a vu un véritable dialogue, une empoignade d'intérêts humains. On avait sur la scène ces gens-là qui véritablement gesticulaient pour prouver qu'ils étaient vrais dans ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire quelque chose au niveau de l'eau, ensemble pour sauver leur population. Alors justement, vous qui êtes toujours là pour lancer des sujets de réflexion, pour essayer de faire bouger les choses, d'abord avec l'esprit, mais de là de voir en action carrément quelque chose de concret qui va naître de ces débats-là. Ça fait quoi ? Alors je vais vous dire ce que ça fait essentiellement, et c'est très important. Le lendemain, nous avons fait une table ronde et où il ne va pas être signé, mais enfin où il y aura une proposition de travail ensemble de toute cette fédération de la Jordanie, de la Palestine, enfin de l'entité palestinienne et de nous. Et ce sera déjà un texte qui va être publié. Et puis, au-delà, on a eu une première proposition qui est déjà en marche et en implantation, celle d'Odette Fixler qui travaille avec M. Hanegbi et qui a proposé cette usine de désalination à Kaba qui est déjà en route. Et au-delà, M. Hanegbi s'est engagé à proposer l'ensemble de la vision extraordinaire, y compris entre la mer Morte et la mer Rouge, avec ce fameux tuyau dont tout le monde parle, pour essayer d'abord de rééquilibrer l'écosystème d'Israël, c'est-à-dire le lac de Kinneret et puis pour amener de l'eau, c'était de l'eau de la mer Rouge jusqu'à la mer Morte. Et donc il l'a proposé, il l'a montré, il a dit voilà, c'est sur la table du gouvernement, je m'engage avant les élections, à faire passer ce texte, et ce texte sera la base d'une coopération régionale. Alors, plus que ça, c'était difficile d'espérer, et puis je dois vous dire que les sénateurs, les députés français, qui sont des gens très honnêtes autour de nous, étaient complètement bluffés, parce qu'ils ont dit, mais enfin, c'est pas possible qu'on ne voit pas ça, qu'on n'entende pas ça, qu'on ne nous explique pas ce qui se passe sur le terrain. C'était donc un moment important et j'en étais assez contente. J'imagine. Donc, on vous engage à continuer à nous donner des cycles de conférences exceptionnels. Alors, on a parlé d'Yann Moix, on a parlé de Josiane Eisenberg, on n'a pas parlé de Raphaël Antoven qui sera là, lui aussi. Ce sera le 7 avril 2019. On est un peu loin dans le calendrier. Il va nous parler de l'Europe face à la radicalisation des esprits. Alors bien sûr, Raphaël Antoven, c'est l'homme charismatique que tout le monde connaît, c'est le philosophe, c'est celui qui pense, mais c'est aussi un homme d'action. Il n'est pas seulement un homme de réflexion, il écrit des choses extrêmement courageuses
Et il est aux côtés d'Israël quand il pense que véritablement on fait, si vous voulez, une malhonnêteté terrible en racontant Israël telle qu'elle apparaît dans les médias d'une manière générale. Alors, une petite anecdote, si vous voulez, très gentiment, il m'a dit... Il sera là avec son fils. Alors voilà, il vient, il m'a dit, voilà, ce week-end-là, j'ai la garde de mon gamin. Extra. Je voudrais bien venir avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, mais 2 Enthoven pour le prix d'un, c'est formidable. Mais son fils, pour la petite histoire qu'on présente quand même, c'est le fils de Carla Bruni. Oui, aussi, mais c'est aussi un garçon qui a hérité de la détermination de la verve de son père. De son père, et qui lui aussi fait un travail formidable sur les réseaux sociaux. On va la voir sur le phénomène de radicalisation. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, c'est la grande préoccupation de toutes les démocraties, la radicalisation, des sociétés civiles, des gens qui se laissent influencer, manipuler par tous ces courants sous-jacents qui sont tellement pernicieux, pervers, et qui véritablement transforment la jeunesse de l'Europe en des gens qui veulent d'être des chahids potentiels. C'est une horreur, c'est une grande question. Auquel les démocraties modernes n'ont pas de réponse. C'est compliqué, c'est très complexe. C'est pour ça qu'on a besoin d'une lecture, si vous voulez, profonde, et qui nous fait comprendre tous les éléments, à la fois politiques, à la fois sociétaux, à la fois économiques, qui va peut-être nous donner une meilleure compréhension de ce phénomène épouvantable, auquel effectivement il est très difficile de donner une réponse qui soit en ligne avec les démocraties, avec les droits de l'homme, avec la République, avec l'esprit des libertés et de la protection de l'individu et de la liberté d'expression. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour les gens honnêtes de se faire une idée de ce qu'il faudrait faire là-dessus. Donc c'est important d'en parler. Il sera là. On va aussi parler de choses très importantes comme les maranes. Et ça me tient beaucoup à cœur parce qu'on est... Pourquoi ? Je vais vous dire. Parce qu'on a établi un institut sur la recherche des maranes. Et comme vous disiez tout à l'heure, que pour moi, Israël est très important, le peuple juif est très important, et je pense que ces centaines de milliers de gens qui ont été exclus du judaïsme par les phénomènes d'inquisition, de transformation de différentes sociétés à ces époques-là, et qui aujourd'hui revendiquent leurs racines juives et leur appartenance au peuple juif, il faut, nous, en Israël, qu'on trouve la force, la détermination, le moyen de les accueillir d'une manière ou d'une autre. Je pense que tout un chacun qui se dit homme ou femme juive, il faut quand même s'arrêter une seconde pour se dire, voilà, ok, il y a la halakha, il y a la Torah, il y a tout ça, mais aussi, il y a peut-être cette volonté de gens qui veulent rejoindre le peuple juif, il faudrait leur tendre le bras. Donc c'est très important. On va voir M. Amsalem, Chaim Amsalem, le rabbin, qui va venir nous parler de ça. Je crois que ce sera très, très passionnant. Mais j'en suis sûre, comme toutes les conférences, donc Israël à l'heure des nations, un calendrier riche. Alors, non seulement les intervenants sont formidables, franchement, ils viennent de loin pour nous parler, même les modérateurs sont passionnants. En plus, il y aura un spectacle musical, je crois, pour la conférence inaugurale. Oui, on n'en a pas parlé, mais vous avez l'art d'allier voilà, le fond et la forme. Écoutez, il y aura sûrement d'autres surprises tout au long de l'année qu'on va intégrer parce qu'on attend un petit peu que BHL nous raconte quand son nouveau livre sortira en hébreu, quand celui-là voudra de toute façon venir nous parler encore une fois de l'eau d'une manière ou d'une autre ici au cours de cette année. Mais on va finir en beauté avec une fête. Cécile Ben, c'est une chanteuse absolument sublime. Et on lui a demandé de nous faire précisément Israël à l'heure des nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que notre pendule intérieure du peuple juif, il faut qu'elle s'exprime dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc, elle va nous faire un récital de chansons, peut-être avec Steve d'ailleurs, ce sera peut-être la surprise, avec Steve Swissa, qui sait chanter lui aussi. Et qui vont nous interpréter donc toute une série de chansons à la fois extrêmement connues, très traditionnelles, depuis la Yiddish et Mameh aux choses les plus modernes. Et nous entendons ça dans toutes ces différentes langues. Et je crois que ce sera une fête. Alors, ce sera une fête, c'est sûr. Je voudrais juste finir l'interview puisque vous nous avez confié, et tout le monde le sait, mais bon, vous l'avez dit vous-même, que vous avez très bien connu Josie Eisenberg. Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose à partager avec nous pour ceux qui n'ont peut-être pas connu, qui ont envie de venir voir, de venir écouter voilà, cette conférence, cet hommage qui aura lieu le 18 novembre, je le rappelle. Qu'est-ce que vous... Alors écoutez, moi franchement, si je devais donner un prix d'Israël posthume, ce serait à Josie Eisenberg, parce que je pense que son œuvre a été exceptionnelle. J'ai eu l'immense chance et privilège de le connaître quand j'étais une petite fille, parce que moi j'ai connu mon appartenance et mon identité juive assez tard.
Et qu'à la suite de ça, j'étais un petit peu quand même perturbée. Quand on vous dit à 8 ans, tout ce que tu étais avant, tu ne l'es plus. On commence à zéro et qu'on me dit, voilà, c'est la réponse au fait que tu n'as pas de grands-parents, tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Je dis, alors, à part vous avez découvert que vous étiez juif à 8 ans. À 8 ans, enfin, c'est... Et donc, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, mais enfin, apparaître victime, qu'est-ce que ça veut dire être juif ? Et là, venait d'apparaître sur les écrans parisiens en noir et blanc une émission avec un très jeune rabbin charismatique et plein d'humour qui s'appelait Josie Eisenberg. Et mon père, qui s'appelait Yasha Badgenstein, l'a appelé. Il lui a dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous accepteriez de faire comprendre à ma petite fille ce que c'est qu'être juif ? On parle après la Shoah, après la douleur d'avoir perdu tout le monde. C'était un acte très important pour mon père de le faire. Et la réponse de Josie Eisenberg, c'était... Cher monsieur, c'est une mitzvah et je le ferai avec amour et avec détermination. Vous aussi, vous vous intégrez parfaitement dans ce cycle héritage et transmission, dans cette conférence, voilà, dans cette séance hommage au rabbin Josie Eisenberg. Merci beaucoup, Claude Breitman. Merci infiniment, Cathy. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.